Nous n'allons pas céder à l'Ukraine. Nous devons choisir nous-mêmes une version du monde qui nous conviendrait et qui assurerait la paix à notre pays dans une longue perspective historique. Oui, nous n'avons besoin de rien d'étranger. Et nous avons besoin d'une option qui assurera le développement stable de notre pays dans la paix et la sécurité. Un nouveau monde, Magali Barthès, visiblement que le président du Kremlin entend construire avec son ami Donald Trump sans les Ukrainiens. On l'a bien compris. On voit bien à quel point les objectifs en fait, de guerre de Vladimir Poutine n'ont pas changé et que là, évidemment, la fin du renseignement américain, la fin des livraisons d'armes à l'Ukraine, tout ça ouvre un boulevard à Vladimir Poutine. Le problème maintenant que va avoir Trump, c'est comment l'arrêter et le faire revenir à la table des négociations. Parce que avec ces facilités qu'il a vues, la défection américaine, pourquoi est-ce qu'il s'arrêterait maintenant? Ça va être ça le vrai enjeu maintenant. Vous êtes inquiet, on va voir avec Laura qui nous a rejoint, de la situation sur le terrain, sur les deux fronts. On a Koursk bien évidemment, mais l'Est aussi où ça va mal dans le pays et on en parle peu. Michel, vous êtes inquiet de ce, non pas rapprochement, mais de cette alliance, comme une union entre Washington et Moscou. Et puis, on pourrait même revoir ces images. On a un Poutine de plus en plus décontracté dans le ton, dans le verbe et même dans l'attitude physique. Je crois que si on reprend les termes du président russe, pour la construction d'un nouveau monde qui leur conviendrait en termes de paix et de sécurité, et qu'aujourd'hui ce nouveau monde, il compte le construire ou le co-construire avec la nouvelle administration américaine conduite par Donald Trump, je développerai plus tard, mais je crois qu'aujourd'hui c'est simple, cette réunion à Riyad, c'est la mise à mort de la démocratie libérale. Ah, vous le pensez ? Tout simplement. Alors on reviendra peut-être sur ces indiscrétions du côté de Washington. Vous essaierez de nous éclairer, mes amis en plateau, sur ces deux conseillers qui auraient dit, je dis bien qui auraient dit, que l'Ukraine allait devoir cette semaine faire de nouvelles concessions, non pas aux Américains, vous avez raison Michel, mais à Moscou. Laura, on va parler terrain, c'est important. Vendredi dernier, on était ensemble, vous nous parliez des avancées considérables des Russes dans la région de Koursk, cette petite entité russe, et que Zelensky devait précieusement garder en vue de négociations. Visiblement, ce week-end, Poutine a donné des ordres et ses troupes sont passées une fois encore à l'offensive en gagnant du terrain. Regardez cette image, le drapeau russe hissé sur un village de la région de Koursk, Malaya Loknia. J'ai choisi celle-ci, mais il y en avait d'autres, sur d'autres villages, le même drapeau, les mêmes ruines autour. 42 jours, les Russes ont revendiqué la prise d'au moins 7 localités dans cette poche de Koursk que vous voyez ici marquée sur ma carte. C'est beaucoup quand on sait que ce front-là n'évoluait pas très rapidement jusqu'à la fin de la semaine dernière. Résultat, rien qu'entre vendredi et ce lundi, la poche a visiblement diminué, comme vous le voyez, en comparant ces deux couleurs. Le bleu plus foncé pour vendredi, le bleu plus clair pour aujourd'hui. Les forces russes ont aussi avancé à Soudja, la plus grande prise des Ukrainiens dans la zone, 6000 habitants avant l'offensive. Ils seraient présents dans la zone industrielle au nord-est de la ville et même dans la ville, le long de la rivière que vous voyez ici. Selon l'ISW, les forces russes ont avancé à Soudja avec le soutien des forces nord-coréennes, dont on sait qu'elles combattent dans la région. Selon des sources ukrainiennes, ces forces nord-coréennes seraient désormais mieux entraînées et agiraient de manière plus cohérente qu'auparavant. Une carte de plus en faveur des Russes. Rappelons que l'intensification de leurs efforts pour reprendre Koursk a débuté au moment même où l'aide militaire américaine s'est arrêtée pour les Ukrainiens. Merci Laura. Tout à l'heure, on fera un autre point avec vous et on parlera de cet autre front, le front Est, là aussi où les Ukrainiens sont en difficulté. Dans quelques instants, on partira en Ukraine retrouver Charlie Nurel et Camille Souhaut. Mais vous allez voir que du côté de Moscou, du côté du Kremlin, on suit avec attention ce qui se passe à Koursk. Des ordres ont été donnés. Écoutons le porte-parole du Kremlin, c'était il y a quelques instants seulement. Il n'y a pas de délai. Bien entendu, nos militaires font tout leur possible pour débarrasser Koursk des militants le plus rapidement possible. Nous ne doutons pas que cela sera fait. Nous souhaitons beaucoup de succès à nos combattants et à nos héros. Tatiana, on voit que les Russes ont décidé de mettre le paquet, notamment à Koursk. C'était la verrue sur le nez de Vladimir Poutine. Il veut aujourd'hui l'enlever. Il est en passe de réussir.
avec en plus un risque, et on verra une séquence absolument incroyable tout à l'heure, des soldats ukrainiens contraints et forcés de devoir se rendre aux troupes russes, parce que si on re-regarde cette carte, il risque, et ça sera peut-être terrible en cas de négociation, y avoir énormément, peut-être des centaines, voire des milliers de prisonniers ukrainiens. C'est la dernière carte qui restait quelque part dans la manche de Zelensky, de dire oui, la Russie a aujourd'hui conquis des territoires. Elle n'a conquis aucun des oblasts qu'elle revendique en intégralité. Il faut quand même le voir. Et à la table des négociations, Poutine avance avec l'aval de Washington pour dire je veux récupérer l'intégralité de ces 4 oblasts, alors que si on s'en tient vraiment au terrain, il ne les a pas. Mais ça, c'était la dernière carte de Volodymyr Zelensky, de dire très bien, vous voulez négocier territoire contre territoire, je vous rends les terrains conquis à Koursk et en contrepartie, vous me rendez une partie des terrains que vous avez conquis à l'Est. Et c'est effectivement terrible, parce qu'on sait très bien qu'il va aussi y avoir des échanges de prisonniers, il y en a eu tout au long de la guerre, et on sait très bien que contrairement à Donald Trump qui est imprévisible, Volodymyr Zelensky est prévisible parce qu'il est rationnel et il tient à son peuple. Et il a toujours fait grand cas des prisonniers, il s'est toujours attaché à récupérer ses prisonniers. Donc on sait bien qu'il sera prêt à des concessions pour pouvoir faire revenir chez lui ceux qui se sont courageusement battus pour la nation. Et je vous parlais de ces images. Alors, autant vous préciser, elles sont fournies bien évidemment par les militaires russes. Il s'agit de ces Ukrainiens qui, faute de moyens, peut-être même d'envie, ont décidé de se rendre contraints également et forcés dans cette poche aujourd'hui, où une partie de l'armée ukrainienne est totalement isolée. Nul doute, et on en parlera bien évidemment, que ces images vont choquer et faire grand bruit en Ukraine. Regardez d'abord. Comment tu t'es retrouvé ici, en Russie? Donne-moi ton nom de famille, ton prénom et ton année de naissance. Je suis né en 1986 dans la région de Soumy. T'as été envoyé en Russie, c'est ça? Oui, j'ai été envoyé ici pour combattre. Est-ce que tout le monde est prêt à abandonner? Oui, nous sommes prêts. J'ai abandonné parce que je ne voulais tirer sur personne. Je pense que nous sommes environ 3000 soldats ici. Magali, on le disait, ces images bien évidemment dégradantes, fournies par les Russes, à l'envi bien évidemment, avec ce soldat aussi qui dit que il voulait pas venir là, il n'avait pas envie de se battre. Alors il y a d'autres bien évidemment de ses camarades qui se battent chaque jour, mais ça peut faire mal, notamment pour Volodymyr Zelensky, parce que c'était, et souvent c'est le général Chovancy qui nous en parle, c'était un désir, c'était une volonté politique d'envahir Koursk, et pas une volonté militaire, on s'en souvient. Même les Américains d'ailleurs à l'époque n'étaient pas au courant. Mais c'est le scénario du pire pour Zelensky. Réellement, si cette poche de Soudja tombe, et on voit bien l'effort que sont en train de faire les Russes justement pour piéger à l'intérieur de cette poche des soldats ukrainiens. Imaginez s'il y a des dizaines, voire davantage de centaines de prisonniers ukrainiens, comme on les voit là sur ces images, dans cette poche de Soudja. Vous voyez bien sur la carte à quel point... Alors c'est quelques kilomètres, voilà, ça paraît grand là sur cette carte, mais ils sont en train d'essayer de refermer la pince, et on a eu des informations de blogueurs militaires russes qui expliquaient notamment que les militaires russes avaient utilisé un gazoduc désaffecté pour essayer justement de prendre à revers les troupes ukrainiennes qui sont dans cette poche de Soudja. Les Ukrainiens, en plus, à cet endroit, ont un problème majeur. C'est la fin du renseignement américain qui leur permettait, en frappant, en ciblant dans la profondeur du territoire russe, quand même de desserrer un petit peu l'étau. Et là, on voit bien cette concomitance entre la poussée russe qui essaye de reprendre la poche et la suspension du renseignement américain. Ça leur donnera un avantage significatif si cette suspension du renseignement se poursuit. C'est ce que disent à l'instant les Ukrainiens en parlant de la Russie. C'est dire s'il y a une inquiétude qui est majeure sur cette poche de Soudja. Et évidemment, comme vous le disiez, c'est une carte l'une des rares cartes qu'avait encore en main Zelensky qu'il pourrait perdre, en plus avec le risque d'avoir de très nombreux prisonniers ukrainiens aux mains des Russes, ce qui est vraiment le scénario cauchemardesque pour l'Ukraine alors que ces négociations s'engagent. Alors vous verrez, vous entendrez tout à l'heure l'un des bourreaux de l'Ukraine en ce moment même. D'ailleurs, il était dans son avion hier, je parle du président américain, qui attend les discussions et négociations de demain pour savoir s'il va
appuyer de nouveau sur le bouton pour fournir quelques armes et surtout du renseignement aux Ukrainiens. On va retrouver dans un instant Charline Hurel et Camille Souhaut. Merci beaucoup à toutes les deux. On va prendre la température. Michel, je voulais vous entendre sur ce qui se passe à Koursk, ce pari peut-être perdu des Ukrainiens. Il y aurait une défaite, elle serait cinglante pour Zelensky. Et si en plus il y a des centaines ou des milliers de prisonniers, ce serait terrible. S'il y a des centaines et des milliers de prisonniers, ce sera terrible humainement parlant pour ces prisonniers, parce qu'on connaît malheureusement les conditions dans lesquelles ces prisonniers sont traités aujourd'hui en Russie, vu les témoignages qui reviennent au fil de l'eau et qui relèvent plus du crime de l'humanité que de la conservation d'ennemis dans des cellules. Maintenant, être inquiet, je dirais qu'il faut voir le côté positif des choses. Je pense qu'à force de pousser au bout du bout Zelensky, ce qui peut arriver à la fois aux Russes et aux Américains, c'est que Zelensky dise je suis une verrue pour vous, je vais continuer à l'être et on va continuer le combat. Mais avec peut-être quoi ? 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, avec l'aide qui viendra au fil de l'eau des Européens, de nos alliés potentiels, parce que c'est la seule solution qu'il a aujourd'hui, c'est de créer une impossibilité de la réalisation du désir à la fois du président américain et du président russe, Vladimir Poutine. Parce que ce qu'on nous montre là, c'est un aveuglement en termes de renseignement, c'est un abaissement de sa possibilité d'attaquer en profondeur, et la seule chose qu'il leur reste, c'est leur velléité à tenir debout. Et je crois qu'il faut se rappeler juste notre histoire. Le 18 juin 1940, lorsque le général de Gaulle appelle à la résistance, personne n'aurait parié, si vous me permettez, un kopek de la réussite de cette aventure. 5 ans plus tard, c'était la victoire. Le pays a tenu 4 ans, plus de 4 ans. Pas certain que les Ukrainiens, après 3 ans de guerre, auront les moyens, la volonté oui bien évidemment, mais les moyens non. Et puis vous écouterez le président Volodymyr Zelensky qui est arrivé en Arabie Saoudite tout à l'heure et j'ai l'impression, mais vous me le direz certainement mieux que moi, qu'il a bien compris le message des Américains. On verra si d'ailleurs il est prêt à faire de nouvelles concessions à la Russie. Charline, merci. Et je remercie bien évidemment Camille Souhaut d'être à vos côtés. On le voit et on en parle. On en parlait aussi la semaine dernière avec vous deux. Les Ukrainiens souffrent. Les derniers coups de poignard américains ont été terribles. On voit ces images de soldats ukrainiens en captivité du côté de Koursk. Comment on réagit ? Qu'est-ce qu'on dit autour de vous ? C'est une situation extrêmement compliquée. Tout le monde est bien conscient ici que si les Ukrainiens partaient en débâcle, se retiraient de Koursk, en effet, ça pèserait sur les négociations plutôt en faveur de la Russie. Alors, ce qu'on nous dit au niveau des civils, nous, hier, nous étions plutôt aux alentours de Pokrovsk, où les combats sont toujours très intenses. Des soldats qui nous disaient toutes les 15 secondes, il y a un drone russe qui file au-dessus de notre tête, des drones kamikazes, donc qui provoquent des explosions ensuite. Et, les habitants, eux, sont à bout, clairement. Ils nous disent on n'en peut plus de ces combats qui s'invitent jusqu'au pied de nos maisons et ils nous disent il nous faut la paix désormais. Ensuite, il y a 2 catégories de personnes très clairement. Tous veulent la paix. Il y a ceux qui nous disent ensuite écoutez, si on doit donner les territoires ukrainiens aux Russes, il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête, on le fera. Et puis il y a une autre catégorie de civils qui nous disent tout de même c'est quand même une humiliation d'aller donner ces territoires. Ça fait 3 ans qu'on se bat et puis quelle image cela va donner aux Russes? Est-ce que ça va leur donner aussi la sensation qu'ils peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent avec notre pays? Vous voyez, c'est quand même assez divisé à ce niveau-là. Concernant les soldats, beaucoup plus compliqué. Ils nous disent, eux, ça fait 3 ans qu'on se bat, on voit nos frères d'armes mourir, on n'en peut plus. Il ne faut plus non plus qu'on laisse ces territoires. Et puis, il y a d'autres soldats qui, en off, derrière la caméra, nous disent, écoutez, en fait, le Donbass, c'est quand même, c'est pas forcément notre terre. Il y a un moment donné, on peut plus la défendre de cette manière. Il faut que tout ça s'arrête. Vous voyez à quel point il y a des divisions aussi dans cette société ukrainienne et beaucoup de nuances. Évidemment, tout le monde attend les pourparlers et les négociations à venir. Merci beaucoup Charline, merci à Camille. Précieux que ces analyses, que ces sentiments recueillis par nos équipes sur le terrain. C'est sûr que c'est souvent facile de tirer des grands enseignements sur les plateaux de télé, mais voilà la dualité d'un peuple qui souffre depuis 3 ans, qui est partagé, que ce soit à l'arrière et que ce soit sur le front, parce que ceux qui disent l'Ukraine ne se rendra jamais,
Facile quand on est à l'abri, tranquille. Je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit. Il y a 50 nuances d'Ukrainiens. Ils sont quand même tous d'accord pour dire que les garanties de sécurité sont absolument indispensables. Et que ça, on le doit aussi à tous les soldats qui sont tombés sur le front. Et puis, je voudrais, à titre personnel, dire qu'il y a une autre catégorie. Il y a les blessés, il y a les prisonniers, il y a les disparus. Moi, j'ai un cousin qui est dans cette catégorie. Je ne sais pas à l'heure où je vous parle s'il a été fait prisonnier, s'il est tombé. En tout cas, on n'a plus de nouvelles depuis, ça fait un peu plus d'un mois. Un jour où les missiles pleuvaient tellement qu'ils n'ont même pas pu aller sur le terrain pour ramasser leurs morts ou porter secours aux blessés. Ils sont environ 53 000 dans cette situation. Il ne faut pas les oublier non plus. Parce qu'on parle de négociations, vous avez tout à fait raison. Négociations, oui, mais il faudra des années pour se remettre de cette guerre, retrouver peut-être les disparus. C'est un pays totalement meurtri, mais c'est une vraie évolution quand même, Magali. Parce que ce que vient de nous dire Charline, il y a encore quelques semaines, quelques mois, on ne l'entendait pas. Les gens n'osaient pas le dire. Aujourd'hui, quand elle dit, voilà, hors caméra, voilà, avant même hors caméra, les Ukrainiens, que ce soit au front, les soldats, ou que ce soit à l'arrière, les civils, n'osaient pas le dire. Mais ce qui a changé justement par rapport à il y a quelques semaines, c'est le lâchage des Américains quand même. Et ça change considérablement la donne, et évidemment que ça doit être en train de peser sur le moral aussi des Ukrainiens qui en effet depuis 3 ans se battent pour essayer de défendre leur territoire, qui ont eu des milliers de morts, des blessés, des disparus comme vous le disiez, et aujourd'hui qui se retrouvent lâchés par le renseignement américain, qui ne peuvent plus compter sur les livraisons d'armes qui ont été suspendues, mais du jour au lendemain. Donc, en fait, ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent avec les stocks qu'ils avaient sur le terrain. Mais on voit bien que même si l'Europe fait beaucoup d'efforts pour essayer d'accélérer... C'est eux qui en payent le prix, et il est lourd. Voilà, ce sont ces soldats sur le terrain que rencontrent Charline et Camille, qui sont directement en première ligne et qui voient bien ces stocks baisser de manière dramatique, et cette pression qui est en train de monter encore davantage en puissance, parce que les Russes aujourd'hui ont tout intérêt à pousser leur avantage. Et vous le verrez, vous l'entendrez, Vladimir Poutine s'est exprimé, son porte-parole aussi à l'instant. On va prendre d'ailleurs la température, si vous êtes d'accord, du côté de Moscou. Merci beaucoup, Jérôme Garraud, d'être avec nous. Plus que jamais, cette formule prend tout son sens à l'heure où nous parlons. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. On l'a entendu avec le porte-parole du Kremlin, visiblement du côté russe. Eh bien, on savoure ce qui se passe, notamment les relations avec les États-Unis, mais surtout ces offensives tous azimuts sur le sol ukrainien, avec une armée pour le moment victorieuse. Oui, c'est certain, encore que pour résumer l'état d'esprit en Russie aujourd'hui, je parlerai plutôt d'attentisme. Il y a eu, c'est vrai, cet enthousiasme, même un petit peu bruyant, il y a une dizaine de jours au moment du clash dans le bureau ovale entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. D'ailleurs, hier encore, vous en parliez de Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Hier encore, dans une interview, il revenait sur cette séquence en disant « Je n'en croyais pas mes oreilles, je n'en croyais pas mes yeux, c'était un moment incroyable, etc. etc. » Mais alors, il y a de l'optimisme encore aujourd'hui, c'est certain, mais on est quand même revenu de cette euphorie. Il y a de l'optimisme parce que l'armée russe progresse assez rapidement en ce moment dans l'oblast de Koursk. Sur le terrain des négociations, Donald Trump donne beaucoup de place au Kremlin, mais d'un autre côté, le président américain est aussi connu pour son humeur volatile, changeante, on va dire. Et puis ailleurs sur le front, il n'y a pas que Koursk. Dans le Donbass, la situation est quand même plus difficile pour l'armée russe, qui progresse beaucoup moins rapidement qu'il y a quelques mois. Donc voilà, il faudrait plutôt parler d'un optimisme prudent dans les médias, dans les déclarations politiques, comme s'il fallait rester concentré alors que l'issue de la guerre semble imminente maintenant.